Pourquoi c'est important d'inclure la sécurité? Comment est-ce que tu amènes ça? Est-ce qu'il y a de la pédagogie, de l'empathie? Quelles sont les grosses attaques récemment qui ont fait des gros titres? Est-ce qu'il y a un profil d'attaquant? Comment ces méthodes de hacking, elles évoluent? Ah bah, c'est de la déstabilisation. Clairement. Bonjour à tous, bienvenue au 5e épisode de Code and Spaghetti dans lequel on a la chance de recevoir Thibaut qui est un expert en cybersécurité. Donc à tout de suite avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bienvenue sur Code and Spaghetti. Bon, nous, on va pas se représenter avec Damien, mais ce qui est plus intéressant, c'est que toi, tu te présentes dans un premier temps, peut-être rapidement, sommairement, et puis on continuera à partir de là. OK et bah, Thibault Louette, donc je suis, pentester chez Login Sécurité, une petite boîte, depuis 1 an maintenant, Qui fait de la mmh, sécurité, du coup. qui fait de la sécurité évidemment, comme dans son nom C'est l'indique ça. et ça fait, 5 ans que je pratique ce métier. J'ai abouti en fait, dans ce métier suite à de plutôt longues études puisque j'ai fait 5 ans après le bac. École d'ingénieur et j'ai doublé d'un master 2 Ok. en sécurité. Heu, Ton diplôme d'ingénieur, c'est en informatique ou ouais, c'est... c'est en informatique, c'est dans une école, accessible par la Banque des Mines qui s'appelle l'ENSIE qui est, basée sur Évry et bon, c'est généraliste hein, en informatique. Mhm. Il y a quand même de la spécialisation, notamment en dernière année, mais ça, je pense que c'est comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, hein, il y a toujours un tronc commun et OK. puis ensuite il y a des spécialisations. Mhm. Donc voilà, école accessible donc post-prépa. Et suis et avant du coup bac S. Voilà. Du coup, j'ai fait Oui, tout le, tout voilà, le tout le cursus. parcours dans le sens inverse. Donc voilà, passionné de sécurité, d'informatique, hein. Alors j'y suis rentré, je pense, comme pas mal de gens dans l'informatique, par les jeux vidéo Bien sûr. quand j'étais plus jeune et puis, l'immensité du temps passé Ouais. sur, ces nouvelles technologies, hein, à l'époque, Ouais. j'ai décidé d'en faire mon métier, Cool. voilà. Top. Comme tu le sais, nous, c'est Code and Spaghetti. On a une question qu'on aime bien poser à nos invités. Si toi, tu étais un type de pâte ou un plat de pâtes, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te définirait bien? À quoi voilà, ça te fait penser? Ouais, ouais, ce serait les pâtes carbonara. Ouais. Ouais, parce que, voilà, ça c'est un aspect un peu crémeux, Ouais. voilà et c'est vrai que j'aime bien être un peu Crémeux. crémeux, ouais et tendre dans tout ce que je fais. Je suis Peut-être avec jamais les dans un clients aussi. toujours, toujours dans la diplomatie, On en toujours parlera tout à l'heure. dans l'entente. On essaye de limiter les confrontations le plus possible quand Ouais. il y en a et d'amener en fait la sécurité, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent amené de manière un peu péremptoire, de Ouais. manière autoritaire, je veux dire même politiquement, la sécurité, Bien sûr. c'est toujours, un petit peu il y a toujours cet aspect un peu force, Mmh. mais je pense que ça peut être amené différemment. Avec de la Avec pédagogie. de la pédagogie, avec, de la compréhension Ouais. aussi, de l'autre. Le tout, De c'est pas de l'empathie dire, beaucoup. ouais, de l'empathie. Le Ouais. tout, c'est pas de dire: «Bah, il faut faire ça», c'est: «Bon, bah, c'est mieux si tu le fais, bon, si tu le fais pas, on comprend, quoi». Ouais, bien sûr. Si tant que c'est justifié, tant que c'est fait en bonne intelligence par toutes les parties, il y a Ah, c'est pas intéressant de et raison. peut-être pour les internautes, c'est un terme encore un peu vieux ça, mais pour les internautes Ah oui, oui, c'est qui non, mais on a vu le décor de toute façon, c'est qui nous écoutent, et donc du coup aussi les auditeurs d'une certaine manière, parce qu'on est en podcast audio aussi. Qu'est-ce que voilà, si toi, tu aurais une définition de la cybersécurité, ça serait quoi pour toi? la cybersécurité, moi, je vais avoir une définition très scolaire Ouais. et bête, hein. C'est, garantir la sécurité, des données et des personnes, Mmh. principalement des données par ailleurs, mais aussi, des infrastructures, hein, d'un point de vue fonctionnel, hein. Il faut que ça fonctionne. Il y a 3 grands aspects dans la sécurité et ça, c'est le premier truc qu'on apprend, hein, globalement, Bien c'est sûr. la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Voilà, le tout, c'est ça mais que ce soit fait comme je viens de le dire, en bonne intelligence, avec de la compréhension, de l'empathie, pas éviter d'être dans le péremptoire Ouais. et juste, voilà, dire: «Bah, il y a des risques, il y a des vulnérabilités, il y a des risques, il y a des bonnes pratiques. Faites du mieux que vous pouvez. Ouais. Faites du mieux que vous pouvez. Nous, on est là pour accompagner les gens dans cette démarche-là». Après, c'est à la bonne volonté de chacun. Bien sûr, bien sûr.
Dans cybersécurité, il y a quand même cyber, du coup, ça donne un côté très virtuel. Je Mhm. pense pas que ce soit si virtuel que ça. Enfin, il y a un côté Non, aussi. c'est comme le Ouais. cyberharcèlement, Ouais. si tu veux. Il y a des impacts C'est qui juste sont peut-être réels. que la technologie a amené juste C'est un le moyen. chemin différent, ouais. C'est le moyen. Ouais. C'est le moyen et on le voit, moi, j'ai pris le parallèle du cyberharcèlement, mais si on reste dans la cybersécurité, on le voit dans les conflits géopolitiques, je veux dire, dans Bien la sûr. vraie vie. Les attaques, elles ont un vrai impact. Ne serait-ce que, en fait, n'importe quelle personne, je suis sûr, parmi vous et les gens qui nous écoutent, ont déjà reçu un SMS ou un mail, Oui, ça une personne qui dit: «Ah, votre livraison elle est bloquée, il faut payer les puis droits comme de par hasard, douane», à je ce sais pas quoi. moment-là, tu tombes sur une livraison DHL que tu attendais et comme par hasard, Exactement. Bon, bah, ça, c'est de la cyberattaque. ouais. Alors, c'est inscrit dans un business model de cybercriminalité Mmh. et là, on parle du bout de la chaîne, du petit utilisateur qui reçoit Mm. son SMS. Mais il faut bien comprendre que le numéro de téléphone utilisé, il a été en fait fuité à partir d'une base de données Bien sûr, bien qui sûr. s'est fait attaquer par un groupe ou des personnes qui ont ensuite revendu cette base, racheté par d'autres pour faire cette attaque-là. C'est tout un business en fait qui tourne et donc la cybersécurité en fait elle est partout parce que en fait le numérique est partout et elle a des impacts réels sur nos vies Ouais. et elle se manifeste tout le temps dans nos mails, dans nos téléphones, dans notre vie professionnelle évidemment. Voilà. Et Ah bah, vas-y, pardon, vas-y. tu parlais de la cybersécu et des attaques avec un business criminel, mais un business. Mhm. C'est quoi l'intérêt d'un État quand on parle de guerre, de géopolitique, on imagine plutôt des États typiquement en Russie, Ukraine Mhm. ou autre part dans le monde d'ailleurs. Mhm. Bah, qu'est-ce que peut faire un État en fait Ben, c'est quoi son intérêt d'être sur ce terrain par exemple? ah bah, c'est de la déstabilisation, qu'elle soit militaire ou politique. Si on reprend l'exemple de Russie-Ukraine, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes n'ont pas forcément une compétence en sécurité énorme. D'ailleurs, quelques mois suite, à la déclaration de guerre, il y a eu beaucoup de résistance de la part d'Ukrainiens ou pro-ukrainiens, heu, dans le monde cyber justement Parce qu'ils ont un peu de contre les Russes. compétences, eux, pour le coup, ouais. Bah, après, je suis pas là pour juger les Ouais. compétences de chaque pays, mais c'est vrai que ce qui est ressorti, c'est que, bon, bah, ça a été assez facile, en fait, de péter les infrastructures Non, russes, mais je sur disais ça certains dans le points. sens où il y a quand même des boîtes de soft qui sont Oui, basées en Ukraine, alors qu'on en connaît moins en Russie, en tout cas des logiciels qui sont utilisés par tout le monde. ouais et donc voilà, c'est disons que alors après, bon, la défense et l'attaque, c'est différent, mais en fait, l'attaque russe, elle est favorisé par le fait que le gouvernement tolère, ça. C'est complètement différent. Je veux Hmm. dire, en France, si vous attaquez un autre pays ou autre chose, C'est pas bon, toléré en bah, Russie. on va venir toquer à votre porte globalement. Ok. En Russie, si tu attaques pas les Russes, Ça globalement, si devrait aller, ouais. voilà, le gouvernement est en mode: «Bon, tu fais ce que tu veux, nous on ferme les yeux du moment que c'est pas nous». Ouais, bien Voilà, sûr. en plus, si c'est l'Ukraine, c'est encore mieux. Donc c'est favorisé par ça. Pardon, parce que du coup, c'était quoi la question? Ma question c'était qu'est-ce qu'un État peut faire en Oui, termes donc c'est ça de et cyberguerre en fait? exactement. Donc cette favorisation de l'attaque, voilà, j'y viens, elle crée du coup, des opportunités, mais partout dans le monde. Donc que ce soit militaire ou politique. Militaire, déjà parce que, bah, attaquer les infrastructures ukrainiennes, c'est forcément, un du gain, en fait, militaire sur le terrain, pour les troupes russes. Ou alors politique en attaquant d'autres pays que l'Ukraine, la France, les États-Unis. On s'est documenté maintenant l'ingérence, russe sur les réseaux sociaux, que ce soit, voilà, Twitter, TikTok ou autre, pour essayer de distiller un petit peu de Ce la qu'on fausse appelle des information. fake news, ouais. C'est ça. Il y a le conflit israélo-palestinien sur lequel les Russes ont pas mal surfé parce qu'il y a eu un tag antisémite qui a été sorti et en fait, les services de renseignement se sont rendus compte qu'en fait, c'était voilà, quelqu'un proche de la Russie qui avait en fait fait ce tag pour essayer d'allumer, les flammes, Mmh. sur fond de conflit Bien israélo-palestinien sûr, parce ouais. qu'il y a cette crainte dans la société en France que ce conflit s'importe en France et que ça crée des tensions et donc en fait, plus il y a de la déstabilisation dans les autres pays et vu que la Russie, là, politiquement, se pose comme, opposant de l'Occident de manière Mmh. générale. Je veux dire, il faut voir les Hmm. discours, c'est très l'Occident, Ouais, ouais, bien c'est sûr. l'enfer et cetera. Bah, en fait, plus il y a de déstabilisation dans les pays occidentaux,
mieux c'est pour eux. Bien sûr. Donc les intérêts, ils sont là. Il y a des intérêts d'espionnage, évidemment. On a eu l'exemple de Pegasus il n'y a pas si longtemps que Ouais. ça, où Même, il y a... même il y avait eu tout ce truc avec les Américains qui écoutaient massivement, en fait. Oui, alors encore Ouais, encore ça. avant Encore le avant, oui. scandale de Snowden, C'est- effectivement, où oui, la NSA espionnait ses citoyens. Est-ce qu'on connaît des cas d'entreprises privées qui utiliseraient les mêmes armes, entre guillemets, Bah, contre d'autres entreprises, par exemple, et qui ne c'est... seraient pas c'est- des entreprises dites criminelles, on va dire, des Oui, entreprises alors c'est plutôt... difficile. Alors déjà, Pegasus, c'est sorti d'une entreprise qui avait pignon sur rue avant Oui, que ça c'est vrai. sorte. Donc c'est pas... Là, on le sait pas, si tu veux. La question, je peux pas te répondre, parce que Oui. sinon, je Ouais, fais des gros c'était pour titres. savoir s'il y avait déjà des Mais records, enfin des choses qui seraient passées dont on saurait, oui, alors de en fait, concurrence ou d'espionnage industriel ou je sais pas, des choses comme ça. c'est difficile à dire. Bon, déjà, donc, il y a l'exemple de Pegasus. Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a un business autour de ça et que c'est difficile d'imaginer que bah, c'est pas utilisé par que ce soit des entreprises privées Mhm. ou des gouvernements. Il suffit de voir Zerodium, par exemple, qui est une Mhm. plateforme d'achat-vente d'exploits. Donc, par exemple, il y a un exploit de Apple, un zéro day, Est-ce que zéro tu clic. peux expliquer rapidement ce que c'est un exploit ou un zero Alors, day? ouais, un exploit, c'est un code d'exploitation qui va exploiter une vulnérabilité. Donc, une vulnérabilité, c'est une faiblesse qu'il y a dans un logiciel ou un système. Mhm. Vulnérabilité, ça ne veut pas dire que c'est exploitable. Des fois, la vulnérabilité, elle peut être dans un code qui n'est pas utilisé par le système. Et donc, le système, Donc ça sert à rien. il y a la vulnérabilité qui est là, mais elle n'est pas exploitable. Ouais. Une exploitation, en fait, c'est la combinaison de la présence d'une vulnérabilité et de conditions d'exploitation. Ok. Il faut qu'il y ait un port qui soit ouvert, il faut que le code vulnérable soit utilisé, il faut que... Visible. voilà, exactement. Donc, c'est la combinaison des deux. Et un exploit, c'est un code qui, si le système est exploitable, c'est-à-dire que la vulnérabilité est présente et que les conditions nécessaires sont rencontrées, eh bien, le code va exploiter la vulnérabilité, donner un accès, ou en tout cas impacter le système. L'impact, il est soit en confidentialité, soit en intégrité, soit en disponibilité. Et le Graal un petit peu d'une vulnérabilité, c'est d'avoir un accès au système, quoi, globalement. Ok. Et vas-y, je t'en prie. Donc, pour revenir à cette histoire d'exploit, une zero day, c'est-à-dire un exploit qui n'a pas été patché, Mhm. zéro clic, c'est-à-dire qui ne demande aucun clic d'un utilisateur, sur un téléphone iPhone, un Mhm. iOS, ça se vend 1 million, je crois, ou 2, sur Zerodium. Ah oui. Donc Zerodium récupère ce code, mais il y a une vraie question éthique, parce que Zerodium ne revend ensuite ce code et cette information, parce que c'est de l'information, en fait, fondamentalement, à des gouvernements, à des entreprises privées qui ensuite en font ce qu'ils veulent et eux ferment les yeux. Donc il faut bien comprendre qu'il existe des plateformes et encore une fois, Zerodium, ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils ont un peu le droit. Alors, Ouais, il ils y, sont y a sur des le débats fil. autour, mais ouais, ils sont un peu sur le fil, évidemment. Il n'y a rien Mm. qui légalement leur dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire. En Bah, fait. en tout cas, après, moi, je suis pas juriste, C'est une donc question d'interprétation peut-être c'est après. ça. Et puis de localisation, de quel pays, Ouais, de bien sûr. à quelle législation C'est un vrai tu le débat, pousses. ça. Ouais. Donc moi, je suis pas juriste, donc je peux pas vraiment m'exprimer sur le sujet. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont présents, ils agissent et ils sont pas été inquiétés outre mesure depuis. Mais le fait est que voilà, il y a un business de vulnérabilité, ou en tout cas de code d'exploitation, qu'on peut résumer ça comme de l'information sur comment attaquer telle ressource, qui est revendue Mhm. et ensuite rachetée par tout un tas de gens, et qui est des entreprises privées ou des gouvernements. Bah, c'est difficile de ne pas l'imaginer. On ne pourra jamais le savoir Ouais. avant qu'un scandale En tout sorte cas, comme c'est Pegasus. accessible. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être en ce moment même, il y a des présidents dans ce monde qui sont actuellement espionnés Bien par un sûr. logiciel et on ne peut pas le savoir. Mais du coup, moi, ça me fait penser à une question, et peut-être que là, tu as commencé à y répondre d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un profil d'attaquant, en fait, type, ou est-ce que vous les catégorisez dans le domaine de la cybersécurité? Il n'y a pas un profil type, mais il y a Mm. plusieurs types. Il y a les opportunistes. Alors déjà, en fait, il y a la méthode d'attaque Ouais, et les motivations. d'accord. Et la combinaison des deux dresse un profil. Ok.
Les motivations, c'est soit la fame, la e-fame, parce que voilà, c'est globalement, ça peut être des ados ou des J'ai gamins réussi à... voilà, qui ont envie de deface un site, c'est-à-dire de Mm. changer l'apparence du site en mettant ah, j'ai hacké votre site avec leur pseudo, et puis leur pseudo gagne en popularité, et voilà. Donc, il y a, il y a cette motivation-là, il y a la motivation évidemment budgétaire, qui est le nerf de la guerre, hein, fondamentalement. Il y a la motivation d'espionnage, hein, donc ça peut être récupérer des secrets industriels ou ce genre de choses. Là, par exemple, récemment, enfin pas si récemment que ça, mais c'est quand même de l'ordre de quelques années, il y a eu une attaque sur Twitch. Ouais. Le code source de Twitch a fuité. Suite à une attaque, je crois que la faille, c'était que la personne avait réussi à choper les identifiants ID, de ouais. connexion d'un Git, et il avait chopé tout le code source de Twitch. Et du coup, quelques semaines, quelques mois après, il y a eu Kik qui est apparu. Et puis c'est rigolo, Kik, c'est vraiment un copier-coller de Twitch. La seule différence, c'est Kik, c'est en vert. Ah, dis donc, il vient d'où le code? Ah, on ne sait pas. Donc il y a ces motivations-là, où là, le secret industriel recoupe un peu le financier, hein, quelque part. Forcément, récupérer des secrets industriels, c'est un impact financier. Donc il y a toutes ces motivations-là. Et puis, il y a le mode opératoire. Le mode opératoire, ça peut être de l'opportunisme. Je balaye toutes les IP. Je prends une vulnérabilité, je balaye toutes les IP et je regarde quelle cible est vulnérable. Ok. Donc, du coup, c'est l'inverse de cibler. Mhm. Le tout, c'est pas d'avoir une cible, c'est de trouver que en fait, n'importe quelle cible fonctionnera. On veut juste casser du truc et choper de la data ou atteindre des systèmes. Il y a ce mode... Ou alors, il y a le mode opératoire ciblé, où là, on va vraiment cibler une entreprise et ça amène à ce qu'on appelle des APT, donc Advanced Persistent Threat, où il y a des groupes d'attaquants qui vont rester 6 mois, 1 an, 2 ans dans le système d'information d'une boîte pour siphonner la donnée, se poser, même peut-être revendre des accès. Ça se fait aussi. Et donc, voilà, la combinaison de ces modes opératoires crée des profils. Donc, on a les scripts KIDI. Globalement, eux, ils vont prendre une vulnérabilité, ils vont tout scanner, et leur but, ça va être juste de deface un site pour montrer leur pseudo, etc. Ouais. Donc là, on voit bien la motivation et le mode opérateur utilisé. Tous ceux qui ont regardé les logs HTTP un jour d'un serveur web, on le voit assez vite. En fait, on voit Exactement. vite passer les tentatives de /WP, WordPress, /admin, Ouais, exactement. genre les trucs un peu connus, quoi. C'est ça. Et c'est assez régulier quand même, c'est plusieurs fois par jour. Moi, je regardais sur notre appli, c'est plusieurs fois par jour, quoi. Ouais. Bah, en fait, dès lors que, bon, par exemple, c'est un peu différent, mais c'est quasiment pareil, parce que bon, quand tu exposes un SSH, par exemple, bah, si la personne a ton IP ou si ton IP fuite, effectivement, il va y avoir des connexions dessus. Et même l'IP, elle n'a pas besoin de fuiter, parce que si quelqu'un scanne Large, toute la ouais, range ouais. d'Internet, bon, les IP, il y a beaucoup d'adresses, mais je veux dire, ça se fait quand même, bah, ça va tomber sur la tienne. C'est un peu la même chose que, par exemple, si ton adresse mail fuite dans une base de données et que la base de données, elle est vraiment vendue et qu'elle est vraiment populaire, ou alors que ton mail se retrouve dans plein de bases de données différentes, bah, tu vas commencer à avoir des tentatives d'authentification. Moi, je sais par exemple que ma boîte mail un peu pourrave que j'ai depuis que je suis petit, La Hotmail. la Hotmail, exactement, Qu'on a tous. qu'on a tous, bah, en fait, il est tout le temps bloqué. Maintenant, je ne peux plus m'y connecter sans changer de mot de passe, Ah ouais, parce que le d'accord. compte, il est bloqué en 2 jours. Systématiquement. En 2 jours. Donc voilà. Je ne vais pas faire la liste de tous les profils types, Ouais. mais effectivement, donc il y a les scripts qui disent, il y a les attaquants gouvernementaux, il y a les groupes d'attaquants de ransomware Oui, qui font classique ça qu'on pour connaît, l'argent, ouais. classique. Voilà, il y a tout ça. On en entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs de ces Oui, bah, de plus en plus. ransomware. Bah, ransomware, pour nous, en tout cas, dans notre activité, c'est la menace contre laquelle on alerte le plus, ou en tout cas, c'est quasiment constant dans nos conclusions de rapport. On dit, bah, voilà, là, il y a un problème. On est administrateur de domaine en une demi-journée. Et votre risque majeur, c'est que quelqu'un arrive, fasse ce qu'on vient de faire en une demi-journée, chiffre tout. Et là, Et là, vous c'est êtes bloqué. compliqué. Ouais. Parce que bah, tous les ans, c'est des entreprises qui ferment la porte, des petites, hein, mais des entreprises quand même qui ferment la porte, parce qu'elles n'avaient pas assez de moyens en sécurité, pas de moyens dans les sauvegardes, parce que c'est souvent ça le problème. Enfin, dites-vous que vous chiffrez toutes vos données. Ah, c'est Comment fini. vous gérez les clients, en fait? Ouais. Si vous n'avez pas de backup, même écrite, comment vous gérez? Vous perdez tous vos portfolios, tous vos documents,
tous vos contrats en Un cours. fonds de commerce, en fait. C'est ça. Tous les clients, votre annuaire de clients. Parce que nous, bon, on a un portable. À l'époque, ils avaient leur carnet, où on avait un carnet où on notait, voilà. Mais aujourd'hui, tout se fait on a tous un document avec marqué les clients. Enfin, dans Ouais, chaque boîte, il y a un Excel avec les clients de la boîte, en fait. bien sûr. C'est Mais si vrai. ça, c'est chiffré, c'est ciao. Et si tu n'as plus le numéro ou le mail pour prévenir la personne que tu t'es fait, que tu vas pas pouvoir faire le contrat parce que Ouais. tu as un problème de prod, bah, t'es Est-ce que tu foutu. as déjà vécu ça de l'intérieur? Un ransom, enfin une attaque de ce type-là? Non, moi non. Je sais que j'ai un collègue de mon ancienne, une collègue d'ailleurs, de mon ancienne boîte qui, littéralement le lendemain d'être parti De l'audit. de l'audit, Ça laisse des soupçons. ransomware, Ah ouais. attaque ransomware par le chemin qu'ils avaient trouvé. Ouais. Et donc il y a Rassurant eu pour elle, du coup, d'une certaine manière, c'est qu'elle avait bien fait son travail. Ouais. oui, bah, Il y a des soupçons du coup. Oui, oui, ouais. après, bon, le client était de bonne foi. S'il avait été de mauvaise Oui, foi, il ouais, aurait bien pu sûr. dire, Non, «Ah, bien mais sûr. vous avez ouvert la porte» ou Non, mais c'est un bon point. C'est un non, bon mais point. oui, non, mais ça peut souvent arriver, hein, des clients qui pètent des câbles, d'ailleurs, sans forcément de raison valide, mais soit par mauvaise foi, soit. Après, les enjeux sont tellement, tu as commencé à l'expliquer, tellement importants pour une entreprise que, Ouais. enfin, même moi, sur des projets beaucoup plus, enfin, avec des enjeux sur des projets importants, mais avec des enjeux peut-être un peu moindres, qui ne mettent pas en péril la survie de l'entreprise, des fois, on voit ce genre de comportement arriver assez naturellement. Alors, j'imagine même pas pour des enjeux de cette taille-là. Ouais, c'est clair. Mais peut-être avant de peut-être aller sur ce terrain-là, est-ce que, enfin, ce serait vachement intéressant que tu nous donnes un peu ta vision de comment ces méthodes de hacking, elles évoluent. En plus, nous, on est un peu dans la tech, il y a des choses qui évoluent énormément. On a des buzzwords, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, même si c'est peut-être la continuité de ce qu'on a déjà vu avant. Mais voilà, comment est-ce que ça évolue actuellement, ces méthodes-là? Alors, bah, ça dépend de ce qui est attaqué, mais c'est vrai que si on fait un panorama depuis vraiment le début de la sécu, il y a une espèce d'âge d'or de la sécurité qu'on regrette tous quelque part, surtout les plus jeunes. Et en vrai, je m'y inclus parce que j'ai 29 ans. Moi, j'ai commencé la sécu, j'en avais quoi? 15-16. Donc j'ai pas connu cette période un peu 95, 2000, 2005, 2010 en sécu, où effectivement, bah, les considérations de sécurité étaient quasi inexistantes. Ne Je prends un exemple tout bête là qui me vient en tête, mais par exemple le protocole ARP Ouais. qui permet de faire de transcrire une adresse IP en adresse MAC, de faire la correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC. Bah, le protocole, quand il a été conçu, il n'y a eu aucune conscience de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a l'ARP poisoning, une technique qui permet d'usurper globalement l'adresse MAC d'une passerelle et du coup récupérer tout le trafic. D'accord. Bon, bah ça, il n'y a pas de contre-mesure. Alors, il y a des mitigations. Bon, là, je fais un anglicisme dégueulasse. Mais Mais non, bon, mais on voilà, comprend. Ouais. voilà, vous me comprenez. Avec, voilà, maintenant, les pare-feux ou les routeurs ont des protections a posteriori contre ce genre de choses, mais le protocole intrinsèquement est vulnérable. Heu, voilà, et c'était pareil dans les années un peu 2000-2005 où tout était vulnérable parce que tout le monde s'en foutait un petit peu. Et là, c'est vrai que du coup, ça y allait, un petit peu, enfin, on pouvait cibler Mais un est-ce site en ouais. particulier, l'attaquer et globalement n'importe quelle attaque passera et cetera. Et qu'est-ce qui explique qu'à cette époque, c'était pas une hécatombe? Enfin, je veux dire, il y a eu Moi, je internet pense a que survécu, c'était trop nouveau, en fait. Mais en ou fait, alors c'était moins au centre des c'est entreprises toujours le peut-être? jeu du chat et de la souris. Ouais. La sécurité, c'est comme, que ce soit en vrai, ou, dans la cyber, c'est pareil, c'est un jeu du chat et de la souris. Donc bah, en fait, tant qu'il y avait pas de problème, les gens ils s'en fichaient, quoi. Dès lors qu'il y a commencé à y avoir des attaques, bon, les gens ils se sont dit: «Bon, va peut-être falloir commencer à sécuriser». Donc hop, il y a des sécurités qui arrivent. Puis ensuite l'attaquant, il réagit face à ces sécurités et puis ensuite le défenseur réagit face à la réaction de l'attaquant. Enfin, voilà, Donc fondamentalement, les attaques sont devenues de plus en plus complexes avec le temps? oui, c'est ça. Ou Plus en plus alors? complexes, elles D'accord. évoluent, elles bougent. Alors, par exemple, quand je donne des cours de sécu web, une forcément, je présente les différentes failles web et il y a une faille qui est excessivement connue, qui marchait tout le temps avant, qui est l'injection SQL. Mmh. Et une question qu'on me pose tout le temps, que les élèves me posent tout le temps, c'est: «Mais l'injection SQL, monsieur, c'est fini? Il n'y en a plus, ça n'existe plus». Bon, c'est souvent des personnes qui font du dev depuis un peu de temps ou qui aiment vraiment, qui sont vraiment passionnés et qui sont dans une bonne école qui me disent ça. Parce que c'est pas le cas.
Mais c'est un peu plus le cas qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, en 2000-2005, tu arrives sur un site, tu tentes une injection SQL, c'est bon, ça marche 95% du temps. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a eu une sensibilisation, les développeurs ont pris conscience un petit peu plus, mais ça n'empêche que ça existe toujours. Mais ça existe moins. Du coup, les vulnérabilités les plus méchantes, ou en tout cas les plus exploitées, je veux dire en termes de volume, ça va être moins les injections SQL que les problèmes de cloisonnement entre utilisateurs, par exemple. Ou d'ailleurs, on le voit sur le WASP, c'est repassé en premier. Mhm. Donc, le WASP, c'est un framework, enfin, comment dire, un organisme qui fait de la source ouverte sur les vulnérabilités web, et donc ils ont un classement qu'ils actualisent tous les X années. Et le dernier, qui date de 2021, je crois, a réduit un petit peu la place de l'injection, tout ce qui est XSS, SQL, etc., parce que ça reste présent. C'est très impactant quand c'est trouvé, mais c'est de moins en moins là. Ok. Par contre, les problèmes de cloisonnement, là, c'est trouvé. Et je peux vous dire que vous allez sur un site de e-commerce, et d'ailleurs, ça m'est arrivé sur un audit pour un gros client de prêt-à-porter en France. Tu veux pas lui dire le nom? Malheureusement, non. C'est possible qu'on ait le même client d'ailleurs. Je pourrais penser qu'il y a prescription, mais je vais quand même pas prendre de risque. Mais j'arrive, je me connecte sur le site, j'accède à ma page de profil et je vois que la page de profil, c'est un /10. Non, c'est pas 10 parce qu'il y avait plus de clients, mais je dis ça pour vulgariser. Je mets 11, j'arrive sur un autre client. Ah, bien. Bon, voilà, j'itère sur tout et j'avais accès à, je sais pas, 10 000, des dizaines de milliers d'informations clients inscrits sur ce C'est e-shop intéressant. de prêt-à-porter. Et là, ok, c'est pas une injection SQL, mais en vrai, fondamentalement, est-ce que c'est pas quasi pareil? J'ai récupéré les données Ouais, perso bien sûr. de tous les Pour clients. itérer sur tous les nombres connus. Oui, fondamentalement, c'est ce que j'ai fait, parce qu'en plus, c'est itératif. C'est-à-dire que tu t'inscris, tu prends en fait le dernier nombre plus 1. Enfin, en gros, s'il y a 50 000 personnes inscrites et que toi, derrière, tu t'inscris, tu as l'identifiant 50 001. Et celle d'après, 50 002. Donc en fait, si tu commences tout de 1 jusqu'à 50 002, c'est bon, tu as tout le monde. Mais du coup, pour revenir un peu sur ce que tu dis, c'est quoi pour toi, parce que tu parlais que tu enseignais un peu la cybersécurité pour des développeurs, c'est quoi, selon ton observation, les erreurs les plus fréquentes aujourd'hui chez les développeurs sur des notions de sécurité comme ça, hormis ce que tu viens de citer, qui est assez banal, entre guillemets, enfin, qui est assez évident. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que les devs font toujours, mais qui, en termes de sécurité, c'est pas top, quoi. En vrai, c'est ça. J'ai pas d'autres réponses. Ouais, En ok. réalité, c'est vraiment les problèmes de cloisonnement. C'est un vrai problème parce que les autres types de vulnérabilités ont été très médiatisés et donc du coup ont eu une attention plus forte de la part des développeurs de se corriger et d'apprendre des choses. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu ce que j'appelle la soft security. C'est-à-dire que c'est pas des choses vraiment très techniques. Là où l'injection SQL, l'injection XSS, c'est vraiment des choses de code, des choses techniques qui s'exploitent de manière technique aussi. D'accord. Le fait de trifouiller une requête SQL pour qu'elle te rapporte la donnée, c'est pas forcément évident. Et puis pour le développeur, c'est une vulnérabilité qui est issue directement d'une mauvaise pratique de code. Ça, c'est vraiment de la sécu de code. Mais il y a tout ce qui est soft sécu, c'est les problèmes de cloisonnement, les problèmes de t'as pas besoin de te réauthentifier quand tu veux changer ton mot de passe, par exemple. Ce qui fait que si j'arrive à choper ton compte pendant ne serait-ce que 5 minutes, je peux changer ton mot de passe. Ou alors si j'ai une SSRF avec, je peux t'inciter à cliquer sur un lien qui va changer ton mot de passe. Donc c'est des choses, c'est plus de la conscience globale de la sécurité. C'est pas des choses sur le code. Les développeurs ont souvent cet esprit de focus sur le code, ce qui est bien par ailleurs. Je dis pas que c'est... Ils sont passionnés par leur métier et par le code, etc. Mais il y a des problèmes de sécurité qui sont issus plus dans la conception, Ouais, conception. et l'architecture des comptes ou des droits spécifiques. C'est presque fonctionnel. En fait, tu es à la limite entre le technique et le fonctionnement même de l'appli. Et c'est ça. Tu es sur une espèce de limite un peu floue. Ça sort de la technique, clairement. Exactement. Il y a un groupe de vulnérabilités, d'ailleurs, qui est une catégorie de l'OWASP en elle-même, c'est les vulnérabilités business, métier.
C'est-à-dire qu'en fait, dans le workflow de l'utilisation de l'application, il peut y avoir des vulnérabilités. C'est pas du tout technique, Mhm. c'est pas du tout du code. C'est juste la manière dont tu utilises l'application. Alors, ça se corrige par du code, parce que Mhm. tout est Oui, bien code. sûr. Mais je veux dire, c'est pas la Il n'y a pas un vulnérabilité framework qui va essentiellement. te protéger de ce genre de C'est choses, en fait. ça. C'est C'est pas vraiment un quelque problème de chose qui syntaxe dans oui, le code, en oui, fait. oui. C'est ça que je veux dire. Et Non, juste, je voulais en profiter pour rebondir sur ce que tu disais avant sur le fait que les développeurs soient plus sensibilisés. Moi, je pense que c'est pas. Enfin, je pense par expérience, on va dire, Ouais. c'est plutôt ce que j'ai observé, c'est que c'est pas systématique. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui ont évolué, donc vraiment des développeurs qui se penchent sur les frameworks qui sont ensuite utilisés par d'autres développeurs pour développer des applis, qui eux ont probablement une grande Mhm. sensibilité à ce genre de problématique. Mais ça a l'effet aussi un petit peu inverse Ouais. de les développeurs, du coup, se soucient plus vraiment de ces problèmes-là en se disant j'ai délégué. Pour certains, n'ont même pas conscience du problème, en fait. Comme c'est délégué au framework, c'est plus vraiment mon problème. Ouais, c'est Et donc, ne savent intéressant. même pas que ces problèmes existent, en fait. Ouais. Et donc, Oui, c'est vrai qu'on peuvent un pourrait peu avoir. facilement retomber dans ce piège, en fait. Ça peut être un peu Ouais. cyclique, On comme. pourra avoir une espèce de courbe en cloche où, Ouais. en fait, la conscience de sécurité a grimpé au fur et à mesure que les vulnérabilités se sont répandues Mhm. et étaient exploitées activement. Et toutes Et les ça va solutions redescendre, ouais. ont fait que Mais bah, c'est pas, les c'est développeurs un n'ont peu plus une à s'y courbe de soucier. maturité un peu classique d'une certaine manière, hein, sur des sujets. Mais c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure, tu sais, au début un petit peu de l'ère, qu'il n'y ait pas du tout ces notions de sécurité. Je pense que ça a pris une part très importante au bout d'un moment. Maintenant, c'est un peu délégué peut-être à travers les frameworks, entre guillemets, dans la conception. Mais, euh, mais est-ce que voilà, toi, tu aurais un conseil pour un développeur ou quelqu'un qui travaille sur un produit soft, hein, donc un PO, un développeur, quelqu'un dans l'équipe vraiment euh, du produit. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait se remettre un peu au goût du jour sur ces notions-là? Est-ce qu'il y a des bonnes formations à suivre? Est-ce que voilà. Alors, nous, chez Login, Voilà, on dispense des sensibilisations et des formations. Non, non, mais hors le coup de pub, globalement, moi, j'ai quand même, et en vrai, genre, je ferme la blague, mais je dis vite fait dessus, mais dans nos formations, c'est par cette méthode que je passe. Je considère que on n'a jamais une meilleure vision de la sécurité qu'en la pratiquant soi-même. Et en apprenant à attaquer, en fait, on apprend à se défendre. C'est très difficile de se défendre quand on ne sait pas ce à quoi bien on sûr. doit se Mhm. défendre. Si je fais un parallèle tout bête avec la vie réelle, ton casque, ça sert à rien si la personne, elle peut te taper dans le corps. Bien sûr. Si tu sais pas l'arme de l'adversaire, tu vas te défendre un peu à l'aveugle. Et donc apprendre à attaquer pour les développeurs, je pense que c'est vraiment une bonne formation. Et il y a plein de plateformes pour ça, hein. Je veux dire, il y a une espèce d'expansion des plateformes qui gamifient un peu Ouais. l'apprentissage de la sécurité. Je pense à Xbox, je pense à Rootme qui encore un site encore Tu peux un nous peu plus expliquer un peu vieux. le principe de ces plateformes comme Ouais, Xbox? alors il y a deux écoles. Il y a l'école Challenge où on va vous présenter face à une situation et il faudra réussir à vous en sortir en exploitant une vulnérabilité. Donc c'est très local Mhm. sur vraiment un aspect, une vulnérabilité bien précise et où vous êtes guidé parce que en fait, le titre du challenge, c'est le titre de la vulnérabilité, donc vous savez ce qu'il faut faire. Et donc ça, c'est plutôt Rootme qui fait ça. Hackthebox Mm. a aussi une section challenge, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est plus ce qu'on appelle le boot to root, c'est-à-dire que c'est des machines Mhm. que vous allez booter, voilà, pour qu'elles soient routées. Donc le routing, c'est le fait de passer route sur une machine, qui est Mhm. l'équivalent de administrateur Ouais. globalement, de super administrateur. Et donc l'idée, c'est que vous lancez la machine. Donc sur Hack-the-Box, il y a toute une infrastructure, c'est par VPN, donc eux lancent une instance sur leur serveur. Et bah, vous scannez les ports, vous regardez les services qui tournent, vous essayez de voir leur version, vous interagissez avec les ports, vous voyez si la version elle est pas obsolète, ou alors vous trifouillez un peu le truc, vous savez que c'est bah, si c'est un service web, vous allez sur le site web et vous jouez avec. Si c'est un service FTP ou SMB, bah, vous connaissez un petit peu, ou vous ne les connaissez pas et vous les apprenez, les vulnérabilités classiques liées à FTP, à SMB, etc. C'est quoi le niveau de base pour aller utiliser cette plateforme en particulier? Alors, sur Hack the Box, c'est quand même assez élevé. Alors maintenant, ça fait quelques temps que j'y suis pas allé, mais je sais qu'il y a quelques années, le niveau de base, c'est-à-dire que le niveau nécessaire en facile, c'est pas pour débutants, parce que ne serait-ce que
ne serait-ce que faire les premières étapes pour quelqu'un qui vraiment n'y connaît strictement rien en informatique, ça va être compliqué. Bon, je pense que pour un développeur, les machines faciles qui s'axent sur du web, ou en tout cas si on parle d'un développeur web, Ouais. évidemment, je pense que c'est jouable. Sinon, il y a TryHackMe qui fait la même chose, c'est leur concurrent principal, et qui ont cette approche un peu plus pédagogique et accessible, dans le sens où les machines sont un peu plus faciles et surtout c'est guidé. Là où Hack the Box, c'est tu lances ta machine et puis bonne chance mon frère, Tu te débrouilles. essaie de passer route. Bah là, il y a sur TryHackMe, il y a des questions. Donc ça va être scannez les ports, quel Ouais. port vous voyez? Vous répondez à la question, puis vous avez des points. Donc c'est un peu plus guidé. Dans tous les cas, voilà, se renseigner sur les vulnérabilités, les attaques, etc. Donc ça peut passer par ces plateformes-là pour pratiquer, ou même ça peut être lire de la documentation quoi, sur les vulnérabilités web, aller consulter le WASP par exemple, qui est Ouais. une gigantesque base de données pour ça. Bah, c'est vraiment formateur. Alors le tout, surtout quand on est développeur et qu'on a envie de se défendre, c'est pas d'aller sur ces sites-là juste pour attaquer et le fun d'attaquer. Enfin, c'est très fun, hein, ayez du fun globalement dans tout ce que vous faites. Mais il ne faut pas juste aller là-dessus pour apprendre à attaquer si l'objectif c'est de savoir comment se défendre. Ouais. Il faut aller pousser le truc un peu plus loin. Si vous apprenez une vulnérabilité, vous avez appris comment l'exploiter, ok, c'est très bien. La prochaine étape, c'est ok, comment ça se corrige. Mhm. Normalement, la réponse, elle est relativement évidente une fois qu'on sait comment est-ce qu'on l'a exploité. Parce que normalement, si tu as réussi à exploiter quelque chose, c'est que tu sais le problème qu'il y a derrière. Et donc, si tu sais le problème qu'il y a derrière, tu devrais avoir une idée de comment ça se corrige. Maintenant, il faut faire attention. Toutes les corrections ne sont pas bonnes. On a des exemples, nous, quand on fait des audits de vulnérabilités qu'on remonte. Et puis l'année d'après, il y a l'équipe toute fière qui dit « Oui, c'est bon, on a corrigé vos vulnérabilités, c'est génial. » On arrive, on rajoute globalement un anti-slash Ouais, pour ok. échapper un caractère ou contourner quelque chose. Hop, c'est toujours vulnérable. Donc, il y a cette étape supplémentaire de se dire comment bien sécuriser. Et là, il y a des documentations qui existent. Par exemple, les injections SQL, ça va être les requêtes préparées. Les injections XSS, ça va être utiliser les bonnes fonctions dans le langage qu'on utilise. Utiliser des frameworks aussi, même si effectivement ça peut faire baisser. Mais moi, je pars du principe qu'on peut utiliser tous les outils qu'on veut tant qu'on ne l'utilise pas de manière un peu aveugle. Et peut-être pour toi, tu vois, si on se lance encore une fois, là, à travers les yeux d'un développeur, entre guillemets, on se lance sur un projet IT où on monte notre startup dont le produit final est un soft. Pourquoi c'est important d'inclure la sécurité by design, en fait, déjà dans le produit lui-même, dès la conception même, dans la réflexion après Je vais fournir une réponse très capitaliste, c'est l'argent. En fait, plus une vulnérabilité elle est trouvée tard, plus elle va coûter cher. D'accord. Et plus elle va être difficile à patcher. Je donne un exemple, mais ça nous est arrivé lors d'un audit. C'était un audit web en boîte blanche. Donc en boîte blanche, ça veut dire qu'on avait accès à tout le code source. On commence, on trifouille un petit peu le site, et puis quasiment le premier champ sur lequel on va, on tente une injection SQL. Pour ceux qui sont familiers avec ça, généralement, un guillemet, ça suffit pour savoir s'il y a une injection SQL ou pas. Pas tout le temps, mais des fois, ça suffit. Et là, ça a suffi, injection SQL. C'est le premier champ qu'on a essayé. On se dit, bon, très bien, on essaie de l'exploiter, etc. Puis, nous, quand on fait des audits, le but, c'est d'être exhaustif. C'est pas juste de casser pour casser. On essaie de trouver tous les chemins possibles et tous les problèmes possibles. On essaye sur un deuxième champ, pareil. Bon. On se dit, ça commence à sentir pas très bon. On a donc profité du fait qu'on était en boîte blanche et qu'on avait le code source. On a fait un CTRL F, globalement, donc une recherche dans tout le code. On a cherché les mots-clés SQL classiques, les select ou la fonction MySQL query, je ne sais plus c'est quoi la fonction exactement, mais bon, la fonction qui fait une requête SQL. Et donc, on a eu des centaines et des centaines de résultats. Toutes les requêtes étaient vulnérables. Toutes. Il n'y en avait pas une qui était protégée. Et donc là, c'est presque cohérent, j'ai envie de dire. Oui. Finalement, si la personne n'était pas au courant, ne savait pas ce qu'était une injection SQL, exactement. Il était cohérent jusqu'au bout et ne s'est jamais protégé. Exactement. C'est un peu le pire des cas.
Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le fait que les personnes qui me disent les injections SQL n'existent plus, en vrai, elles existent, ne serait-ce que par négligence. Il y a des développeurs qui sont Ouais. très, très sensibilisés à cette question, qui vont mettre des requêtes préparées absolument partout. Et puis, je sais pas, à un moment, il est 18h30, tu as fait ta journée de taf, Ouais. t'as juste envie de rentrer chez toi, tu es fatigué, puis il y a la mise en prod bientôt, il faut que tu te dépêches ou je sais pas quoi. Bah, tu vas vite, tu oublies la requête préparée, c'est très vite, ça arrive vite. Et donc, ça existe même chez des personnes qui sont sensibilisées. Mais alors, quand c'est pas sensibilisé, là, c'est vraiment le jackpot. Donc, effectivement, on est arrivé vers le client un peu embêtant. On se dit, bon, là, il y a un petit gros problème, là, quand même. Vous avez des injections SQL. Vous en avez 300, en fait, Ah dans ouais. tout le code. Donc, la personne était embêtée. Et nous, on avait un peu peur pour le développeur, parce qu'en plus, il était solo sur le projet. On avait appris et on se disait, Il va franchement, tout prendre. il va prendre trop cher et tout. Quelle ne fut pas notre surprise lorsqu'on en a appris que, en fait, il n'y avait aucune documentation de rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas virer le développeur. C'était impossible. Parce qu'il avait toute la Il connaissance. avait tout fait sans rien documenter. Il y avait le code, il n'y avait aucun commentaire, il n'y avait rien. Donc, s'il virait le gars, c'était fini pour le projet. Enfin, imaginez le taf nécessaire de la personne qui passe derrière pour tout reprendre. Impossible. Reverse engineering de malade. Exactement. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est bon, va falloir refaire tout, quasiment, et on va sensibiliser votre gars. Donc, on l'a pris un jour, 2 jours pour faire de la sensible et pour lui apprendre les bonnes pratiques parce que le gars, en plus, ils ont un peu merdé sur leur recrutement. Il était un peu en reconversion, il était Ça un peu pourrait être nouveau au dev. une vraie question. Comment un recruteur, si lui-même n'est pas développeur, peut se rendre compte en fait de la sensibilité de quelqu'un sur ce genre de problématique? Bah, ça, c'est difficile parce Il faut avoir une que expertise pour ouais, faut au moins être accompagné par quelqu'un qui, normalement, dans un process de recrutement normal, il y a quand même un référent Ouais. technique qui va poser des questions s'il y a besoin de s'assurer du niveau de la personne. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises en France qui ont un développeur comme ça dans un coin qui maintient un peu les systèmes, mais qui du coup est un peu seul. Donc s'il s'en va, en fait, pour le remplacer, il n'y a personne de technique Ouais, pour le moi, je crois que remplacer. c'est un peu. Ça Oui, fait c'est le un parallèle un avec peu ton la exemple. Je situation. pense que c'est une conception. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'informatique dans cette boîte-là. C'est une conception un peu ancienne où genre, c'est la technique, il gère ça dans son coin, c'est pas très grave. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a de tels enjeux, tu l'expliquais, une simple faille, ça peut mettre à mal tout le business d'une entreprise. Ouais, Donc je pense que c'est des conceptions totalement différentes et je pense que les sensibilisations, là, c'est au-delà du développeur. Euh, C'est son sur ce manager, genre c'est la de... bien sûr, direction. bien Du sûr, coup, parce sur ce que genre de sujet, est-ce qu'une boîte comme Login, enfin, je pense à vous pour ce que tu viens de là, mais ouais. en fait, est-ce que c'est pas presque nécessaire de passer par un prestataire externe? Alors, pas forcément pour recruter, mais en tout cas pour, ou aussi peut-être pour recruter d'ailleurs, mais pour concevoir le produit, si on n'a pas les capacités en interne d'avoir des gens qui sont vigilants sur ce genre Bah de... écoute, c'est une bonne idée. Je Non, pense, non, mais c'est une je vraie question passerai que je me l'idée pose. En pour fait, ouvrir l'offre de aide au recrutement. ouais, Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai que la question se pose parce que en vrai, il y a des, mais je me mets à au- la place d'un dirigeant d'entreprise, d'une PME qui commence à avoir une non mais informatique importante et qui oui, commence à recruter des gens, mais qui sait pas, enfin, qui lui-même n'est pas Je sensible à pense ce que genre le de... premier pilier, tu l'avais dit, c'est avoir un référent technique qui c'est puisse ça. gérer Parce ça. que là, on est quand même très loin. On est quand même très loin de cet état de fait. C'est-à-dire que si on en est à se poser la question du fait que le directeur devrait nommer quelqu'un ou en tout cas avoir quelqu'un de technique pour passer en recrutement, c'est que déjà il y a une progression qui est faite parce que Ouais. l'état actuel des choses, c'est pas du tout Mm. ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire que il y a vraiment des équipes de dev ou de sécu qui galèrent à débloquer un budget pour faire le minimum vital. Donc il y a déjà ce problème-là. Donc aller dire au directeur qui débloque le budget, bah en vrai il faudra un référent technique qu'on recrute parce que sinon on va développer quelque chose qui sera trouvé comme du gruyère. La personne, elle va te dire, bah, ouais, bah t'es bien gentil, mais moi j'ai l'argent, il doit aller Mais ailleurs. ouais. Et d'ailleurs, ça se voit même dans, dans l'extrême opposé. C'est-à-dire que c'est même pas de la négligence. Des fois, enfin, pardon, c'est pas un problème de moyens. C'est que des fois, c'est de la négligence. Ouais, ouais. C'est-à-dire, on va recruter des gens qui ont fait aucune école ou qui viennent d'autres pays, c'est moins cher. Et là, bah, là, il y a un problème. Peut-être Il y la notion de sécurité, comme beaucoup de notions malheureusement, peut-être pour les entreprises,
c'est pas des choses sur lesquelles enfin, tu peux faire du cost-killing forcément. Enfin, tu l'as dit, tu peux le faire, mais tu vas mettre la poussière sous le tapis et le jour où il y a un vrai problème, là, ça va te coûter encore plus cher que sinon. Exactement, oui, exactement. Mais c'est toujours la même chose. Et pour revenir à la question de base sur laquelle on était, in- intégrer la sécurité, c'est pour empêcher justement qu'il y ait des problèmes à la Bien fin. sûr. Et c'est le cas dans tout. C'est-à-dire que. Mais après, l'être humain a toujours un problème avec la prévention. Je veux dire, Oui, tant que ça t'est pas arrivé, en fait. mettez votre Ouais. ceinture, arrêtez de fumer et arrêtez de boire. C'est pas quelque chose avec lequel on est familier. Non, c'est Donc, ça. quand le problème Hmm. c'est quand le Mais problème je il pense arrive que, que. ouais, puis tu as raison, je pense que c'est l'empirisme, c'est l'expérience de la chose qui prouve que. Moi, c'est pareil, moi, je m'en rends compte même personnellement. Tu écoutes des gens qui ont fait des choses formidables, qui te donnent des conseils, tu fais, ouais, je sais ça. Oui, c'est C'est ça. juste au jour où ça t'arrive vraiment, où tu dis, ah ouais, mais en fait, il a vraiment raison, c'est comme ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû le faire, ouais, c'est ça. Mais non, mais je pense que après, je pense que les choses évoluent, il y a une prise de conscience. Moi, je voulais voir avec toi. La sécurité, c'est de plus en plus important et on voit même dans les softs même, en termes de parcours utilisateur, même l'utilisateur se rend compte au bout d'un moment qu'il doit sécuriser son parcours ou son identification ou autre. On voit peut-être le fameux truc qu'on a sur Google, sélectionner où est le bus, où est le pont, tout ça. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer à quoi ça sert ça pour tu vois, quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en informatique, à quoi ça sert de sélectionner les différentes cases et comment est-ce que après comment est-ce qu'avec un UX/UI, par exemple, on peut faciliter ce parcours-là en intégrant des dispositifs de sécurité pour J'ai pas l'utilisateur? bien compris la question des Des, cases. des cases, Il y a tu le sais, par exemple, CAPTCHA, ce en choses vrai, comme c'est des ça. CAPTCHA, c'est Ah pour oui, vérifier que tu ne sois pas un robot. Ça, oui, je ok. le sais moi, Oui. mais peut-être qu'il y a des utilisateurs qui se posent la question parce que je pense qu'il y en a pas mal qui doivent utiliser des vieux softs ou autres qui demandent ça. Donc, peut-être voilà, avoir ton côté sécurité, à quoi ça sert pour la Bah, sécurité, ça. en fait, globalement, à partir du moment où il y a un captcha, si un captcha qui est présent, c'est qu'on n'a pas envie que vous répétiez l'action 1 milliard de fois. Donc, vous, c'est pas un problème pour vous en tant qu'humain, parce que vous n'êtes pas en mesure d'avoir une force de frappe suffisamment forte, mais il faut bien se rendre compte que toutes les actions que vous pouvez faire sur un écran, sur un ordi, vis-à-vis d'une application, tout peut s'automatiser. Et donc, l'idée d'un captcha, c'est d'empêcher l'automatisation. Bien sûr. Donc nous, c'est quelque chose dans des audits, qu'on peut remonter, l'absence de captcha pour certaines fonctionnalités qui sont vraiment sensibles. Par exemple, si vous pouvez créer un compte en claquant des doigts comme ça, juste avec une requête, sans captcha, et que vous pouvez créer 2 millions de comptes, saturer la base de données et foutre en l'air le site comme ça, c'est un problème. Le captcha, il est censé empêcher ça, en empêchant des robots, fondamentalement, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours dit, prouvez que vous êtes un humain. Et oui, Ouais, bah merci, oui. je suis un humain. En gros, c'est l'idée, c'est voilà, faut pas que vous soyez un robot parce que si vous êtes un robot, enfin, il y a des robots qui peuvent effectivement par spam simplement faire des actions qui impactent Moi, j'ai le vécu système. ça à titre perso sur une appli que je développe, où en fait, c'est un attaquant qui a utilisé une base de données de 40 000 adresses mail et a utilisé notre système d'inscription, en fait, où il a inscrit ces 40 000 personnes sur notre appli. Et comme on envoyait un mail pour dire bienvenue, first name, last name, etc., lui, il utilisait les champs first name, last name pour passer des informations, en fait, des liens pour dire ah, vous avez gagné ça, cliquez ici. Et en fait, ça a envoyé à 40 000 personnes ce mail avec écrit du coup le texte que lui avait rentré. Et Ouais, on n'avait pas protégé justement la page d'inscription avec un CAPTCHA, et donc c'était possible de le faire en masse, quoi. c'est Et on a ça. mis un peu de temps à s'en rendre compte en plus. C'est un jour, je me suis dit, bah, c'est bizarre, on a 40 000 entrées dans la base de données sur les users, alors qu'on savait pertinemment qu'on n'en était pas du tout là. Non, mais oui, Et, les injections, mais de manière plus générale, là, en vrai, le problème, c'est presque même pas un problème de captcha ou de spam, même si ça fait partie du problème. Mais je pense que ce qui était encore pire là, c'est que tu pouvais changer le format du mail, quoi. Et ouais. ça, c'est une vraie, ça, c'est un vrai problème. Et on a des exemples de vulnérabilité où on peut carrément modifier le corps du mail avec des images, des trucs comme ça. Et là, ça peut effectivement amener à du phishing très, très sévère. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, on en a un peu parlé avant, quelles sont les grosses attaques récemment qui ont fait des gros titres, qui sont vraiment, ou peut-être dans le domaine de la sécurité, qui sont des cas d'école? Euh, S'il y en a, hein, après Oui, oui, bah, en fait, c'est pas une attaque en particulier, Ouais, parce que en vrai, je pense que de ma mémoire, mais je dois en oublier, mais je pense qu'il y a depuis WannaCry quand même, je veux dire, enfin, si on vraiment on fait un rollback à 2017 et on ouais, repense à ce qu'a été WannaCry,
il n'y a pas grand-chose qui a été aussi étendu Mmh. et énervé que ça. Par contre, il y a une vraie recrudescence des ransomware, Ouais. mais ciblés pour le coup, hein. Là, parce que WannaCry, c'était quand même quelque chose de très, très vaste. Même Moi, je me envers des souviens plus. gouvernements, enfin, ou des C'était quoi? institutions. Je me souviens plus. WannaCry, donc c'était, en fait, la base de la base, c'est que en fait, la NSA, avait voilà, des gens qui étaient, employés pour trouver des vulnérabilités et pour se servir de ces vulnérabilités pour espionner sur, des systèmes et cetera et bah, il y a une de ces vulnérabilités qui a fuité, qui s'appelle Eternal Blue et donc c'est arrivé aux mains de personnes, peu scrupuleuses qui ont enrobé cette vulnérabilité dans un ransomware qui avait comme particularité quand même une propagation très, Mmh. très, très Il se rapide Ouais. propageait. OK. et très étendue et effectivement ça a chiffré des centaines, d'entreprises. Il y a eu Renault qui a été paralysé pendant un Ouais. grand moment, suite à cette attaque, mais je ne veux pas faire la liste des victimes, il y en a beaucoup, mais il y a c'était quand même, sans précédent de en tout cas de par son étendue. C'était vraiment dans le monde entier et cetera et mais là, on a une recrudescence de ransomware, mais plus ciblée et effectivement plus sur des Institutions. entités publiques, Ouais. gouvernementales, et quel que soit le pays d'ailleurs. Il y a 3 jours, il y a le système bancaire, iranien, je crois, qui a été, complètement, Shutdown. enfin, pas shutdown, Oui, mais mais qui a été fortement impacté. Il y a, une université Paris-Saclay qui se sont pris, un gros ransomware. Tout ça, c'est public, hein, je ne divulgue aucune, information. Évidemment, il y a eu, pas mal d'hôpitaux, hein, qui ouais, se les sont hôpitaux, fait ouais, les ouais. hôpitaux, les mairies, tout ça. Donc en fait, on a sur fond de tensions géopolitiques, Ouais. émergentes, vraiment fortement émergentes, effectivement des attaques de grande ampleur, enfin, pas des attaques de grande ampleur, des attaques ciblées, mais de par sa multiplicité, Mmh. ça c'est très actif. Hein? Et ça passe par, beaucoup, beaucoup de vecteurs différents, hein, le plus souvent, nous, quand on a des attaques avec des incidents et qu'on répond à des incidents, le plus souvent, c'est des choses très bêtes. C'est de la négligence, en fait, Mmh. administrative. Un portail qui a été laissé un peu à l'abandon, qu'on a oublié, qui est toujours Ouais. ouvert, Ouais. un mot de passe, qui est faible et du coup, bah, par le VPN de l'entreprise, dont le portail est exposé publiquement sur internet, bah, vous pouvez rentrer test. Des fois, ça fonctionne. Vous avez un compte et vous êtes dans le réseau interne de l'entreprise. Et à partir du moment où vous êtes dans le réseau interne de l'entreprise, Ouais, vous vous pouvez tout évoluez, faire, vous passez aussi. administrateur de domaine, vous êtes vous êtes administrateur de tout le parc. Hop, vous chiffrez tout et voilà, c'est Non, c'est parti, quoi. intéressant et peut-être pour terminer, ce serait intéressant d'avoir toi ton quotidien un petit peu. On en parlait avant le podcast ensemble. Comment est-ce que tu peux amener ce sujet qui est compliqué? Des fois, il y a des clients qui en ont conscience, mais on parle quand même de sécurité. C'est lourd, tu dis que on est quand même sur le champ lexical de quelque chose qui est difficile à gérer, Ouais. qui fait peur parfois même. Comment est-ce que tu amènes ça? Est-ce qu'il y a de la pédagogie, de l'empathie? Et voilà, comment est-ce que tu abordes la chose? Oui, toujours. Alors bon, faut aussi se dire que nous, on est une entreprise, privée et du coup, on répond quand même à une demande des clients. Donc on n'est jamais dans, comme je disais, le péremptoire ou dans le parce que souvent auditeur, ça sonne un peu comme, la personne qui vient et qui fait les comptes quoi et qui à la fin, bah, Bon, on en est où on là? donne une note là, Ouais. et puis à la fin, la personne se fait engueuler parce que le taf a pas été fait. Non, c'est pas ça, c'est des clients qui viennent et qui nous disent: «Bah, on aimerait tester le niveau». Ouais. Donc, bah, déjà arriver à cette démarche, ça montre Une maturité sur le sujet, ouais. au moins une Est-ce que certaine les gens sont conscience. prêts à entendre ce que vous allez leur dire? Bah, pas tout le temps. Ouais. C'est Parce qu'en fait, il y a plusieurs approches. Il y a les personnes qui vont nous demander, de venir vraiment pour se rassurer quoi, pour tester parce qu'ils ont envie de progresser sur, leur système. Et puis tu as des gens qui vont nous appeler, juste parce qu'en fait, ils veulent un tampon quoi. Ils veulent dire: «Ouais, ouais, c'est bon, l'appli elle est bonne» Ils ont ou l'assertif. voilà ou alors, «Ah, faut que je justifie auprès de mes actionnaires que, le système il est sécurisé et que leurs données elle est en sécurité. Donc, voilà, je fais ça. Donnez-moi votre rapport là, vite fait, hop, bien fait, nous on vous paye, vous avez l'enveloppe, et puis terminé. Puis derrière, quand ils ont le rapport avec les 30 vulnérabilités, qu'on a pété leurs trucs de tous les chemins différents, bah, ça fait moins les malins.
Et effectivement, des fois, bon, De toute façon, ça tire un peu la tronche. c'est comme pour beaucoup de choses, hein. Si tu fais les choses pour les «mauvaises raisons» entre guillemets, ça marche pas tout le temps. Effectivement, effectivement. Donc nous, on essaie d'être clair dès le début, en tout cas sur notre approche. Si on sent que la personne le fait un petit peu justement par intérêt, Bien un sûr. peu déplacé, on n'y va pas de but en blanc. On leur dit pas que c'est un problème et que c'est pas ça, mais on essaie d'être voilà, de prendre des chemins un peu pédagogiques pour leur dire: «Bon écoutez, voilà, nous notre but, ça va vraiment d'évaluer voilà, votre sécurité et de progresser quoi, de trouver les problèmes». Et c'est vrai que quand il y a des problèmes alors des fois on a le truc inverse. Quand il y a des problèmes, bah, on nous dit, «Ah non, non mais enfin, vous avez» non, c'est plutôt quand il y a pas de problème, on dit: «Non mais vous avez pas fait votre travail, on vous a payé pendant 5 jours et vous trouvez rien, enfin vous avez rien glandé ou c'est comment?» Je dis: «Bah, on a testé et Donc on a pas un truc». trouvé. C'est vrai qu'il y a cet aspect un peu de, bah, on cherche des choses et des fois on Mais trouve ça, pas, c'est hein. vachement intéressant. Comment est-ce que tu gères cette dichotomie ou cette différence qu'il peut y avoir entre, ton rapport final et la présomption que s'était faite la personne de ce que ça pouvait être? Le résultat que ça aurait pu donner, en fait, et il se rend compte que soit c'est complètement vulnérable, il comprend pas parce que le mec, il a recruté des Top Gun ou autre, Ouais. soit c'est pas du tout de vulnérabilité, il comprend pas parce que là, vous avez un expert en face de moi, ça devrait quand même. Bah, de toute façon, à partir du moment où le rapport, il décrit des choses factuelles avec preuve à l'appui, je veux dire, il y a aucune contestation possible. Non, mais C'est ça, je sûr. vois, c'est intéressant. Alors, souvent quand le rapport, il est accablant, ce qui est en fait tout le temps le cas, parce que nous, on s'efforce à ce que, tout soit, hem, prouvé, sourcé, documenté et il y a tout. Et si la personne veut vérifier par elle-même, bah, grand bien lui fasse. Vas-y, tu as le rapport, il y a toutes les étapes. Donc si tu as envie de reproduire ton Mmh mh. truc, c'est comme là, tu peux pas nous dire que la Terre, elle est plate, c'est comme si tu avais une fusée pour aller en haut pour savoir qu'elle était ronde. Je veux dire, tu as tous les moyens Il dans y a quand tes même des gens mains. qui arrivent à remettre en question Oui, ça. mais tu vois, je veux dire, en fait, le problème, c'est que tu peux pas leur dire: «Bon, bah, prends ta fusée, va en haut et puis, regarde par toi-même», parce Bien qu'ils sûr. peuvent pas leur acheter ils peuvent pas acheter la fusée. C'est pas réel là, c'est réaliste. Mmh. Tu en tu Si tu me crois pas, bah, tu Tu as suis toutes les les étapes. étapes et franchement, c'est très simple, très rapide. Donc il y a ce constat factuel et donc quand il y a cette espèce De preuves. voilà, de preuve et que c'est accablant et cetera, ça va passer par d'autres moyens. Bien sûr. Ça va être, «Ah non, mais vous y êtes mal pris, vous m'avez pas communiqué ça, j'étais pas au courant qu'il y avait l'audit». On avait ça une fois, un PDG qui disait: «Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait l'audit», alors que, bah, non, en fait, les PDG sont jamais au courant qu'il y a l'audit parce que C'est nous, un peu le principe. on com on communique avec bah, non, mais ils pourraient, mais en fait, nous, notre contact privilégié, c'est les responsables Bien sûr. SSI, donc les RSSI, donc responsables de la sécurité des systèmes d'information. C'est la personne qui est, garante de la sécurité, des systèmes et cetera et donc bah, le RSSI, s'il pense que c'est nécessaire, bah, il rend compte au PDG. C'est pas à nous de rendre compte au PDG, Ouais, c'est bien sûr. voilà. Bon, parenthèse mise à part, donc voilà, ça nous attaque sur des choses un peu plus petits, Non, du c'est style, intéressant. la manière de faire Et ou ce genre de choses. Vous travaillez en équipe ou souvent tu es seul dans ce genre de moment? Alors ça dépend, chez Login, on a quand même beaucoup l'habitude d'y aller à 2. Maintenant dans mes expériences passées, j'étais chez Intrinsèque avant et encore avant, j'étais chez, NetXP et Allemande. C'était seul. Donc voilà, seul ou en binôme. Alors c'est une question après d'organisation. C'est toujours plus sympa quand on est à plusieurs. Après quand on est seul, ça permet aussi de s'organiser. Enfin, en fait, c'est aux préférences de chaque, personne. Moi, je sais que j'aime bien le fait d'être seul par ce côté, bon, bah, c'est moi qui gère, j'ai tout et puis je peux m'organiser comme je veux et cetera et puis je suis bien au clair sur ce que j'ai à ouais, faire. Heu, J'aime bien aussi être à 2 parce que tu es accompagné par bien quelqu'un, sûr. c'est toujours plus fun, quoi. Et quand vous faites du pentest, vous faites plutôt des choses, virtuelles ou vous faites aussi des simulations qui n'en sont pas d'ailleurs, physiques? Enfin, typiquement, Alors, on ça peut connaît. arriver, l'intrusion physique, c'est quand même beaucoup plus rare parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, on a quand même une législation un petit peu plus sévère vis-à-vis de ça.
c'est beaucoup plus difficile de justifier de rentrer dans un bâtiment par effraction, parce que Ouais. fondamentalement, Ouais, mais tu pourrais c'est de essayer, par exemple, l'effraction. d'appeler quelqu'un dans l'entreprise pour avoir ses identifiants un peu sous pression, Oui, c'est ça. Alors, ou de, je sais pas, ok. de jeter des clés USB à l'entrée pour voir si quelqu'un va Oui, la c'est ça. Bah, brancher. ça, on a déjà fait. Alors, en fait, ça se catégorise différemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle la red team, c'est-à-dire vraiment une intrusion qui va de A à Z en commençant, où tout est permis globalement. Donc, le social engineering, l'intrusion physique, etc. Et donc là, on peut passer par des méthodes qui restent virtuelles, hein, fondamentalement, si tu appelles quelqu'un. Oui, Enfin, pas virtuel, mais oui, c'est pas oui, physique, si c'est tu pas... veux. Si on reste vraiment dans l'intrusion physique, c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile. Il y a aussi par ailleurs moins de demandes en France que dans d'autres pays comme les États-Unis. Ouais, bien sûr. Mais ça peut arriver. Alors, c'est pas de l'intrusion, de l'effraction, c'est plus de l'évaluation. Ouais. Donc, on va rentrer, par exemple, une fois, donc, je suis allé dans une salle de sport vite fait pour voir s'il y avait des prises Oui, murales, Ethernet, ouais. Ethernet. Hop, Mappé. j'arrive, je me branche, je regarde si j'ai accès au réseau, etc. Je touche un peu aux machines de sport, voir si je peux faire des trucs. À un moment, je me balade, je vois qu'il y a une porte qui est avec un digicode là, Mais ouverte. et c'est ouvert. Bon, bah Ouais. hop, je rentre vite fait. Personne n'est venu demander quoi que ce soit, mais si quelqu'un serait demandé, a Cherche les priori. toilettes. Oui, j'aurais pu dire ça, non, mais j'aurais été transparent, j'aurais dit je suis là pour un audit, etc. Pas besoin d'appeler la police. Donc ça peut arriver. Les clés USB aussi, j'ai eu une expérience comme ça où on avait distribué, où le principe c'était ça, c'est en fait on jette des clés USB parce qu'on sait que c'est un vecteur d'attaque Bien sûr. qui est, pour le coup, c'est pas très cramé parce que je veux dire, si demain on se lève tous, on arrive au bureau et on voit qu'il y a 50 clés USB qui traînent, c'est moyen. Mais Ouais. l'idée c'est de voir, c'est parce que fondamentalement une clé ça peut suffire globalement. Donc on en a jeté à peu près une centaine. Et puis, on a essayé de voir le taux de réussite, parce qu'on avait Mhm. mis dans les clés USB, on avait rattaché à chaque clé USB un identifiant qui était en fait hard-codé dans le fait que si, dès lors que vous branchez la clé USB, nous, on a un callback sur notre serveur Mhm. avec, dans la donnée de ce callback, l'identifiant de la clé. Donc, on pouvait comme ça tracer le parcours de chaque clé. Mhm. Et par ailleurs, dans cette clé, il y avait plusieurs documents, des documents, donc il y avait un Excel qui s'appelait grille salariale, je crois, parce que tout ce qui est un peu curiosité, ça Ouais. fonctionne très Pour bien. Dans tout ce éveiller qui est un peu social les- engineering, ça fonctionne très très bien. Ah, Ah, mais putain, c'est Envie vachement d'ouvrir. intéressant. combien il est payé là, mon voisin d'à côté? Hop, je clique. Puis ensuite, vous voulez activer les Non, mais je macros? pense Oui, que- j'active les macros. Je Hop. pense qu'il y a un truc que tu as dit qui est vachement important, c'est cette notion de social engineering, justement. C'est un peu ces mécanismes mentaux qui triggerent un petit peu la curiosité Ouais. malsaine d'une certaine manière, mais ça, c'est vachement puissant, j'imagine, en cybersécurité. Oui, bah c'est un des facteurs qu'on privilégie et puis que les attaquants privilégient aussi. Et d'ailleurs, ça a très bien marché parce que donc on a eu un taux de réussite qui était quand même plutôt bon. Je veux dire pour l'entreprise, hein, il n'y a pas tant de clés que ça qui ont été branchées. Et il y a une clé en particulier, on pouvait la suivre puisqu'on avait l'identifiant, qui a remonté de personne en personne. Et si on a regardé l'organigramme, en fait, c'était la personne, ensuite son manager, ensuite une RH, Tu vois et ensuite la DRH. tu vois la chaîne de décision. Parce qu'il y a la grille salariale. dedans, Exactement, du coup. dû à Bah cette oui. grille salariale-là. Bah oui. Et le DRH se dit, mais comment ça, il y a la grille salariale de la boîte qui tourne là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et donc, du coup, bah, en vrai, c'est très bête, mais on aurait eu accès au poste de la. Bon, en réalité, non, parce que la personne a juste ouvert le document, n'a pas activé la macro. Ouais. Et du coup, pour eux, c'était quand même une réussite parce que personne n'avait activé de macro. Donc, juste pour recontextualiser, la macro, c'est un code qui est dans les documents Office, Word, Excel et compagnie. Oui, c'est des fonctionnalités. C'est du code. Ouais, C'est du code système. Donc, si vous appuyez sur activer la macro, ça va lancer le code. D'ailleurs, Et s'il est malveillant, les ça mecs compromet la qui machine. tryhard sur Excel, ils connaissent la macro en général. C'est ça. Oui, souvent, c'est utilisé juste pour pré-remplir un document, C'est des ça, choses ouais. très bureautiques, classiques, etc. Mais vraiment, C'est il du faut bien code, se rendre compte que c'est pas du code qui est juste cloisonné à l'utilisation d'un document. C'est Ouais. vraiment du code système. Donc, si dans le code, il y a marqué je donne l'accès à telle personne, et bah, ça va donner l'accès à telle personne, et hop, le poste est compromis. Ouais, c'est intéressant. Et peut-être pour un peu terminer notre discussion, moi, ce serait vachement intéressant, je pense, pour moi, pour Damien, mais peut-être pour tout le monde. Ce serait quoi tes conseils pour un jeune qui voudrait se lancer là-dedans? Alors, toi, tu as expliqué ton parcours, c'était assez jeune parce que tu étais un peu
sensibilisé à ça à travers les jeux vidéo. 15-16 ans, tu as expliqué que tu as commencé un petit peu. Déjà, c'est quoi tes conseils pour un jeune qui aimerait se lancer là-dedans? Et après, tu parlais aussi de quelque chose qui était très intéressant sur le recrutement de profil. Ouais. Quelle école et quelle université ont peut-être un peu des labels ou des cursus un peu reconnus là-dedans? C'est difficile déjà parce que j'ai toujours du mal à émettre un jugement. Enfin, je vais pas arriver et dire non, mais cette école, elle est bien, cette école, elle est pas bien. Mhm. En fait, juste si je reprends mon parcours, donc moi j'ai fait prépa, école d'ingé, j'ai doublé d'un master 2, j'ai eu la chance, vraiment une énorme chance d'être atterri dans une école qui était en plus, moi j'étais pas très bon élève en prépa, donc si vous voulez, j'avais pas un énorme choix. C'était un peu une bénédiction quoi, d'avoir été admissible dans cette école d'informatique qui était quand même plutôt Réputé, ouais. bien, n'était pas réputée, je veux dire, c'était pas l'ENSIMAG qui était top Ouais, 1 ouais. CCP par exemple, mais c'était quand même une école potable. Et en fait, il s'avère que je n'aurais jamais pu faire le parcours que j'ai fait si j'avais pas été dans cette école, Ouais. pour la simple et bonne raison qu'ils avaient un partenariat avec Paris-Saclay et que du coup, ils ouvraient la possibilité de doubler le diplôme d'ingé avec Master 2, ouais. un master 2 au Master Secrets, auquel je passe un bonjour, à l'UVSQ, donc l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et voilà, c'est vraiment un coup de bol. Mais moi, mon premier job, donc je ne parle pas des stages là, je parle vraiment du premier CDI que j'ai eu, c'était donc un job de pentester chez NetXP, NetXP qui n'existe plus puisqu'il y a eu une fusion. Et en fait, j'ai quand même passé beaucoup de recrutements pour être pentester qui n'ont pas abouti. Et parce que ce qu'on nous enseigne, quand bien même le master était très réputé, quand bien même l'école était plutôt bonne, quand bien même ma formation, je veux dire les deux combinés, c'était une très très bonne formation, j'avais aucun mal, vraiment aucun mal, parce que ça c'est un peu la tradition française de, voilà, on regarde le CV, oh quel bon CV, Mm. ça va être un mec super. Donc Passer le premier filtre. c'est ça, passer le prérequis, c'était une facilité déconcertante. J'avais juste envoyé mon CV globalement, même pas de lettre de motivation ni rien. Tout de suite, j'avais quelqu'un qui m'appelait. Par contre, pour l'entretien technique, vu que on nous apprend les bases, mais pour être pentester, il faut un peu plus. Et donc, voilà, les premiers entretiens ne s'étant pas passés très bien, j'avais un peu pris un coup à l'ego. Et en fait, je me suis dit, bon, là, j'ai un dernier entretien qui arrive. C'était celui pour NetXP, justement. Je dis, je vais tout donner. Donc, je me suis enfermé dans ma chambre pendant 2 semaines, 3 semaines, comme un gros nerd. Je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui. Franchement, je vais être très sincère. 2-3 semaines, je sais pas, 5-6 heures par jour, de 22 heures à 3 heures, 4 heures du mat, tous les soirs. Je faisais du hack the box, du hack the box, du hack the box. Moi, je suis fan de ce site, donc vraiment, j'ai passé mon temps sur ce site. Et donc, voilà, je me suis entraîné comme ça, j'ai pratiqué comme ça. J'avais mon petit cahier sur lequel je notais toutes les vulnérabilités par lesquelles j'étais passé, les techniques, les réflexes qu'il faut avoir, etc. Vraiment extrêmement studieux. Des choses qu'on ne faisait pas, en fait, Oui, tu en avais la école, en théorie, mais tu n'avais établissement. pas ce côté très Mais, pratique. Exactement. pratique. mais c'est vachement intéressant parce que je pense, et moi ça fait le lien avec les métiers de dev ou de PO ou autre, en fait c'est l'expérience, quoi. Exactement. Non, mais c'est vraiment des C'est réflexes. le concret, quoi. Tu as des connaissances, ok, ça peut être intéressant si tu veux faire de la sensibilisation dans des formations et tout, mais concrètement ensuite pour le mettre en place, C'est ça. il faut de l'XP, quoi. Et moi, je lui dirais toujours à ma prof de maths en prépa qui me disait non, mais pour repérer les bons trucs et les bons trucs à faire, il faut de la bouteille, il faut de la bouteille. Elle disait. Et c'est vrai, et pour la Sécu, c'est pareil, il faut de l'expérience, il faut avoir vu plein de cas différents Ouais. pour avoir le réflexe de Le se dire réflexe. ah, mais ça, il y a ce chemin d'attaque, c'est sûr. Ouais. Et de pousser, même si ça marche pas, parce Ouais, que ça donne des intuitions. ça donne des intuitions. Et surtout, ça permet aussi d'avoir des convictions. Ouais. Pas que des intuitions, parce que le problème en sécurité, surtout quand on est en aveugle comme ça et quand on n'est pas guidé comme sur As the Box, pour faire référence à ce que je disais tout à l'heure, quand on tombe sur quelque chose, en fait, sur As the Box, vous n'êtes pas guidé. Donc vous ne savez pas ce qui est vulnérable et ce qui ne l'est pas. Donc il faut chercher. Et si un truc ne marche pas, il y a des personnes qui vont tout de suite passer à autre chose parce que ouais, ça marche pas, etc. Alors Alors qu'en fait, il faut peut-être creuser. ils étaient peut-être pas très loin, il fallait juste aller un peu plus Exactement, loin. il faut persévérer. Mais le truc, c'est que tu vas pas forcément avoir l'idée de persévérer à fond si tu n'as pas la conviction que là, il y a un problème. Et ça, tu l'as par l'expérience. Et donc, je me rendais compte de ça. Donc, conscrivais, ça se dit, voilà, j'écrivais Consignais. tous ceux. Consigné. Je conciliais, merci. Je conciliais tout ce sur quoi je tombais, etc. Et puis donc, vient l'entretien. Et il se passe merveilleusement bien. Je me rappellerai toujours de cette première question qu'il me pose quasiment. Donc,
post-présentation, j'arrive sur place, on se présente mon parcours, etc. Commence l'entretien technique. Et donc, je me rappelle, c'est Vladimir Kola, qui est un intervenant du podcast No Limit Sécu, Ouais. et donc c'était le responsable de l'équipe de Pentester. Et moi, j'étais très intimidé parce que j'écoutais beaucoup No Limit Sécu quand j'étais étudiant. C'était mon intervenant préféré. Et donc, me retrouver face à lui, j'étais un Grosse peu... pression. Et donc, il me montre comme ça son écran, il me dit, alors là, il y a un log qui retombe, un log Apache. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi cette attaque? Et 2 jours avant, T'avais j'avais rencontré fait un le hack truc. the box. C'était cette Pile attaque-là. là-dessus. C'était Captation. Shell Shock. Et donc, il y avait le payload de Shell Shock. Je ne me rappelle plus d'ailleurs, c'est un point virgule, parenthèse, slash bin, slash sh. Il y a un truc comme ça. Et tout de suite, je vois le log, je vois la requête HTTP avec ça qui est dedans dans le user agent. Et je dis, ça, c'est Shell Shock. Et je vois, il est comme ça, il dit, je ne l'aurais pas trouvé aussi vite. Et tout de suite, il réagit comme ça. Et là, du coup, Oui, là, c'est bon. là, je me suis soulagé. Je dis, c'est bon, allez, je suis prêt. C'est parti. Et ça s'est super bien passé. Et même après, je veux dire, quelques mois après que je suis arrivé dans l'équipe, donc ils m'ont pris. Et quelques mois, j'avais encore des commentaires par les deux chefs qui m'avaient passé de l'entretien que j'avais passé. Ouais, ouais. C'est notre meilleur T'avais entretien. raté l'entretien. Ouais, c'est ça. Alors, ils se sont rendus compte que j'étais une nulle. Sur d'autres après, choses. bien sûr, évidemment. Ils ont bien regretté mon recrutement. Non, je rigole. Mais non, voilà, c'est un très bon... Mais donc, du coup, ça, c'est intéressant parce que ça, quand même, dénote quelque chose qui est, je pense, très importante aujourd'hui. C'est la capacité. Tu t'es dit que tu t'es enfermé pendant quelques semaines pour préparer ça. C'est vraiment de tryhard quelque chose vraiment jusqu'au Ouais. bout. Et bien avoir conscience que c'est pas un cursus qui va forcément vous donner... Alors, je prends des pincettes quand je dis ça, parce que peut-être qu'il y a des cursus qui suffisent à eux-mêmes. Mais quand même, j'ai fait une école d'ingé avec une spécialisation sécu dans l'école et un master 2 quand même classé très très bien. Et malgré ça, j'avais pas le niveau technique pour avoir un premier job de pentest. Je veux bien qu'on me dise que du coup, peut-être que les écoles n'étaient pas si bonnes que ça, mais en réalité, je pense quand même que l'investissement personnel joue beaucoup. Et à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dedans, qui n'ont pas forcément d'expérience, parce que j'entends beaucoup ça. Ah non, mais j'ai jamais été développeur, j'ai pas fait d'admin 6, j'ai pas fait d'admin réseau. Il y a des gens qui passent 5 ans dans des helpdesk à faire de l'admin 6 et de l'admin réseau en se disant il faut que je passe par là pour faire du pentest, mais ils se mettent les doigts dans l'œil. Ouais. Juste passionnez-vous, faites ce que vous voulez. Parce que quand moi j'ai décidé de faire du pentest, c'était pas évident parce que moi je sortais d'un SOC et pour moi tout ce que je savais faire c'était du SOC. Donc j'avais postulé au SOC de l'ANSSI, ils m'ont proposé le job pour faire même du niveau 2, alors que j'avais postulé pour du niveau 1 parce qu'ils me pensaient suffisamment compétent pour faire du N2 au SOC de l'ANSSI. Et j'ai dit, ben non, je vais suivre ce que j'ai envie de faire, je veux faire du pentest, j'y vais. Et comment j'ai réussi? J'ai réussi parce que j'ai refusé cette fatalité de dire non mais il faut que je passe par ça avant, etc. Un discours qu'on entend beaucoup. Juste faites ce qui vous fait kiffer. Je sais que c'est pas évident de le faire sur son temps libre, surtout quand on a un taf à côté, etc. Faites du mieux que vous pouvez, culpabilisez pas. Juste kiffez ce que vous faites pendant que vous le faites, quoi. Pas grand-chose à perdre aussi. Je pense que C'est clair. il y a un dicton comme ça en anglais, if you're scared about the price of your investment, wait until you get the bill of regret. Non, mais c'est vraiment ça. C'est au bout d'un moment, 1 heure, même si on a un taf à temps plein, 1 heure par-ci par-là pour arriver où on veut, c'est qu'il y a une forme d'accomplissement personnel. Exactement. C'est que ce soit fait avec du fun aussi, tu l'as dit. Voilà, c'est que ce soit fait. Faut qu'il y ait un moteur. Il faut pas se forcer. Il faut pas forcer les choses. Si à la fin de votre journée vous êtes fatigué et que l'envie vous n'avez pas, essayez demain. Si vous avez pas la motivation, c'est comme ça. Il y a des gens qui se détruisent comme ça psychologiquement. Ouais. Et en vrai, j'en fais un petit peu partie de gens qui procrastinent des choses qu'ils ont sur le côté perso, qu'ils aimeraient faire plus et qui se flagellent parce que ils avancent pas comme ils voudraient. Non, sortez un petit peu de ça, juste appréciez. Ce qui est aussi agréable, c'est le chemin qu'on parcourt plus que la destination. C'est toujours ça, c'est très important. Ça sera le mot de la fin. C'est ça, c'est un peu les citations Instagram, un peu bateau. Oui, mais au moins il y a du concret Mais ça derrière, peut- il y a voilà. ton expérience, donc c'est important. Merci beaucoup Merci, Thibaut, Thibaut. Merci à vous de l'invitation. pour l'intervention et puis C'était très à cool. bientôt. À très vite. Merci à tous, ça conclut notre 5e épisode de Code & Spaghetti dans lequel on a eu la chance de recevoir Thibaut. N'oubliez pas qu'on a un podcast audio donc disponible sur l'ensemble des plateformes.
Puis n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt.